Alors, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres. Bienvenue à ces ateliers virtuels du Centre d'action bénévole d'Autrey. Aujourd'hui, on est en compagnie de Julien Rousseau de Action Logement Lanaudière. Donc, pour cette série avec Action Logement Lanaudière sur à la défense des droits des locataires aînés. Donc, l'atelier d'aujourd'hui parle d'intimidation, harcèlement et maltraitance. Alors, l'atelier va être enregistré et rediffusé sur Internet. Donc, si vous attrapez cette rediffusion, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. On devrait pouvoir vous répondre. Donc, Julien, la parole est à toi. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation PowerPoint. Donc, c'est déjà notre quatrième atelier d'une série de 6. Ça va vite. Comme je le dis avant chaque atelier, vous ne vous gênez pas pour poser des questions, mais ça peut arriver des fois que la réponse à votre question est dans un atelier qu'on a déjà fait ou qu'on va faire dans les semaines prochaines. Donc, si c'est le cas, je vous le dirai. Mais gênez-vous pas pour poser des questions. Puis, si c'est le cas, vous pouvez tout simplement désactiver votre micro et m'interrompre. Puis, pour les personnes aussi qui ne connaîtraient pas Action Logement Lanaudière, bien, vous pouvez aller sur la page Facebook du CABA ou sur la page YouTube du CABA pour voir notre premier atelier qu'on a fait ensemble. Puis, je prends quelques minutes au début pour présenter notre organisme. Donc, aujourd'hui, on va parler d'intimidation, de harcèlement, de maltraitance, de discrimination et de racisme. Donc, ce n'est pas des très beaux sujets, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans la vie, qui peuvent arriver dans notre vie de locataire. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit ce genre de situation-là. Donc, comme d'habitude, je prends juste quelques secondes pour remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution financière. Donc, quels sont les objectifs qu'on va viser aujourd'hui? Premièrement, comme pour nos autres ateliers, ben, ça fait partie de notre projet chez Action Logement Lanaudière qui s'appelle « À la défense des droits des locataires aînés ». Donc, on a identifié autant qu'on a pu des besoins, des enjeux que vivent les locataires aînés dans notre région à Lanaudière. Et c'est pour ça qu'on a créé une série d'ateliers pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. Et pour l'objectif principal, ou les objectifs principaux plutôt aujourd'hui, ben, c'est de savoir pour agir, c'est-à-dire être capable d'identifier les comportements illégaux, capable d'identifier les comportements aussi légaux, donc savoir est-ce qu'une situation peut être considérée comme problématique ou non. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour défendre nos droits, ben, c'est de réaliser qu'ils sont brimés. Et après ça aussi, on va parler des ressources qui existent quand on vit des situations de harcèlement, discrimination, etc., pour nous aider à reprendre le dessus. Puis pour garder une trace des coordonnées, là, des ressources que je vais vous partager, je vous invite à nous demander à avoir notre cahier du participant et de la participante. Donc, à la fin, on a plusieurs ressources là, avec leurs coordonnées, donc vous allez pouvoir les conserver. Le plan que je vous propose pour cet après-midi, c'est de commencer avec des définitions. Donc, définir l'intimidation, le harcèlement, etc. pour savoir de quoi on parle. Après ça, on va aller voir toutes ces choses-là en droit du logement, en tant que locataire, quels sont nos recours. Donc, on va voir, lorsqu'il est question de harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire. Comment aussi la Charte des droits et libertés de la personne du Québec peut nous aider lorsqu'on est locataire. Comment la Commission des droits de la personne peut nous aider aussi en droit du logement. Tout au long de l'atelier, on va faire des mises en situation. Puis là, je vais vous inviter à participer si vous le voulez bien. Puis le but, ben, c'est de s'exercer à voir est-ce que telle situation est problématique ou ça semble une situation légale, correcte. Et puis, à la toute fin, ben, je vais vous présenter les ressources. Ça va pour tout le monde? Donc, on commence avec nos définitions et on va commencer avec la définition de l'intimidation. Donc, ici, je vous donne la définition du gouvernement du Québec. Donc, l'intimidation, c'est des comportements, des paroles, des gestes, volontaires ou involontaires, qui sont répétitifs, qui sont directs ou indirects. Et le but de l'intimidation, c'est de nuire ou de blesser la personne visée.
donc de nuire à la personne ou de la blesser. Donc, on voit volontaire ou involontaire, ça peut vouloir dire aussi que des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait de l'intimidation quand on est la personne qui intimide, mais ce n'est pas la question, parce que ça va finir par nuire ou blesser à la personne. Puis, direct, indirect, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien, l'intimidation qui serait plus directe, c'est lorsqu'on s'en prend directement à une personne, mettons, on l'insulte face à face. Puis quelque chose qui pourrait être indirect, bien, c'est lorsqu'on crée, par exemple, une atmosphère qui va faire en sorte qu'une personne va être rejetée, va se sentir mal à l'aise au sein d'un groupe. L'intimidation, on en parle beaucoup dans les cours d'école, mais ce n'est pas que ça. Ça peut arriver partout. Puis aussi, un des aspects de l'intimidation, c'est que ça va arriver dans des relations de pouvoir, de contrôle, de hiérarchie. Donc, ça va être en quelque sorte que la personne ou les personnes qui intimident se sentent supérieures, se sentent meilleures, et les personnes qui sont intimidées, bien, on vise à ce qu'elles se sentent moins bonnes, à ce qu'elles se sentent inférieures. Donc, on va voir maintenant différentes formes que peut prendre l'intimidation. Donc, il y a l'intimidation physique. Ça peut être aussi dramatique là, que battre quelqu'un. Ça peut être aussi l'intimidation verbale. Donc, ça, c'est avec des mots. On parle beaucoup aussi de cyber-intimidation ces dernières années. Donc, ça rentre aussi dans l'intimidation verbale. Donc, si il y a des gens qui vous intimident sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moins grave que de l'intimidation dans la rue, au travail ou dans votre logement. L'intimidation sur Internet, la cyber-intimidation, c'est considéré comme de l'intimidation à part entière. On a l'intimidation sociale qui consiste à exclure des gens d'un groupe, se comporter de façon à ce qu'ils soient exclus d'un groupe. Et dernier type d'intimidation, c'est l'intimidation matérielle. Donc, j'ai mis l'exemple d'une vitre brisée. Si jamais vous subissiez l'intimidation de votre propriétaire, je ne crois pas qu'il va briser votre vitre parce que ce ne serait pas vraiment à son avantage. Ce que je veux surtout montrer, c'est que les impacts qu'il pourrait avoir sur des objets qui vous appartiennent, les impacts matériels de l'intimidation, constituent aussi de l'intimidation. Ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'intimidation, on va passer à la définition du harcèlement. Donc, on va juste commencer par essayer de distinguer le harcèlement et le conflit. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient s'essayer là, à nous dire qu'est-ce qui serait la différence entre le harcèlement et le conflit. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros là, si vous le souhaitez. Oui, M. Grenier? Oui, le harcèlement, d'après moi, ce serait de talonner quelqu'un, la répétition. Un conflit, c'est juste un désaccord. On ne pense pas pareil, puis on ne s'entend pas sur un sujet ou quelque chose en particulier. Le harcèlement, c'est ça. Ça serait quelque chose de répétitif, de tout le temps, ou abaisser quelqu'un. C'est à peu près ça. Merci. C'est bon, merci. Je ne sais pas si on a d'autres personnes qui veulent s'essayer. Parfait. Donc, ce que M. Grenier disait, c'est vrai, effectivement. Et puis, je rajouterais que le conflit, dans une situation de conflit, il va y avoir au moins deux côtés, là, à moins qu'on soit en conflit avec soi-même, mais en général, il va y avoir deux côtés, peut-être 3, 4, 5, bon. Et chaque côté va contribuer à mettre de l'huile sur le feu. Donc, chacun va répondre aux attaques des autres. C'est vraiment comme une dynamique de groupe. Le harcèlement, ça va être un seul côté qui va faire des actes sur l'autre personne, sur l'autre côté. Cette personne-là, elle, va pas rentrer dans le jeu du conflit, va pas répondre, mettre de l'huile sur le feu, etc. Au contraire, la personne qui va se sentir harcelée, elle va essayer de calmer le jeu puis d'éviter aussi les situations de harcèlement. Donc, harcèlement, ça marche d'un côté. Il y a une personne qui harcèle l'autre. Et un conflit, ben, comme disait M. Grenier, on a un désaccord sur quelque chose. Donc, là, les deux côtés, 3, 4, 5, 6 côtés, alimentent le conflit ensemble. Quand on parle de harcèlement aussi, on parle d'actes répétés et qui sont insistants. Donc, c'est ce que M. Grenier disait quand on talonne quelqu'un. Hein,
Des fois, ça peut être des choses bénignes, mineures, des petits problèmes, mais avec le temps, avec la répétition, ça devient du harcèlement. Il y a aussi le niveau de gravité qu'il faut prendre en considération. Parce que là, je viens de vous dire que le harcèlement, c'est des actes répétés, mais dépendamment du niveau de gravité, un seul événement, un seul acte, ça pourrait être suffisant. Par exemple, du harcèlement sexuel, peut-être qu'une seule occasion serait suffisant pour qu'on parle de harcèlement. Quand on parle aussi de harcèlement en droit du logement, ça doit poursuivre un but. Donc, le but de la personne qui harcèle un locataire, c'est que le locataire quitte son logement ou que le locataire perde sa jouissance paisible des lieux, c'est-à-dire son droit d'être bien chez lui. Donc, dans ce genre de situation-là, on va pouvoir parler de harcèlement. Est-ce que ça va? Oui. Parfait, on va arriver à la maltraitance. Donc, ça, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, qui a fait son chemin ces dernières années au Québec. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Donc, je vous donne la définition du gouvernement du Québec. Donc, là, vous allez voir, ça englobe beaucoup de choses. Donc, c'est un geste singulier ou répétitif, c'est-à-dire une chose qui se produit une seule fois ou plusieurs fois. Ça peut être aussi l'absence d'action appropriée. Donc, ce n'est pas obligé d'être un geste que la personne pose, la maltraitance, ça peut être aussi un geste qu'elle ne pose pas. La maltraitance peut être intentionnelle ou non. Donc, que la personne ait l'intention de maltraiter l'autre ou non, ça n'a pas d'importance. Dans le fond, ce qui va avoir beaucoup d'importance, c'est que le geste ou l'absence de geste va causer du tort et de la détresse chez la personne, et en particulier une personne âgée ou une personne vulnérable. Et aussi, ça va être dans une relation de confiance. Donc, normalement, la personne vulnérable ou la personne âgée s'attendrait à ce que l'autre personne pose une action appropriée, s'attendrait à ce que l'autre personne aussi ne pose pas un geste qui pourrait lui causer du tort ou de la détresse, mais l'autre personne ne le fait pas. Donc, c'est dans une relation de confiance, on pourrait dire dans la famille, avec les proches, les amis, et ça pourrait être aussi, dans certains cas, avec votre propriétaire, les autres locataires, là, dépendamment de la situation. Donc, je sais que, personnellement, je trouve que la définition est plutôt vague. J'espère que c'est quand même clair, mais il faut surtout se rappeler que la maltraitance, ça va causer du tort, de la détresse chez la personne vulnérable ou une personne âgée. Puis le tout dans un contexte d'une relation de confiance où les actions de la personne qui maltraite ne devraient pas viser à causer du tort et de la détresse. Donc, pour illustrer un peu plus, on a différents exemples de types de maltraitance. C'est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui vivent la maltraitance, mais qui ne s'en rendent pas nécessairement compte. Donc, on peut parler de maltraitance psychologique, donc faire chanter une personne, la manipuler, l'humilier, la menacer, etc. Ça pourrait être de la maltraitance psychologique. On a la maltraitance physique, donc, par exemple, bousculer, frapper, une mauvaise administration de la médication qui est administrée à une personne. Ça aussi, ça peut être considéré comme de la maltraitance physique. On a la maltraitance sexuelle, donc avoir des attitudes et des propos suggestifs sur le plan sexuel, les attouchements, les agressions sexuelles. On peut parler aussi de nier l'identité sexuelle, l'identité de genre d'une personne. On a la maltraitance financière, donc, par exemple, faire des pressions pour modifier un testament, détourner des fonds, gérer les biens d'une personne sans tenir compte de ses intérêts. Donc, ça, je vais donner un exemple. Là. Vous avez un mandat d'inaptitude et puis c'est quelqu'un, un proche, là, qui va devenir votre mandataire si un jour vous êtes inapte. Et puis, ça arrive, donc, la personne devient mandataire et elle doit gérer vos placements. Ben, elle ne peut pas gérer vos placements dans son propre intérêt. Comme elle est votre mandataire, elle doit les gérer dans votre intérêt à vous. Donc, autrement, ce serait de la maltraitance financière. On peut parler aussi de maltraitance organisationnelle. Donc, on parle ici d'offrir des services inadaptés, d'avoir une capacité organisationnelle réduite.
Donc, ça, on pourrait donner comme exemple ce qui s'est passé le printemps dernier dans certains CHSLD avec la COVID. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas eu les soins auxquels ils avaient droit, que des fois, il manquait de personnel, etc. Donc, peut-être que dans certaines situations, on a vécu de la maltraitance organisationnelle. Autre forme de maltraitance, c'est l'agisme. Donc, ça, c'est d'imposer des normes aux gens à raison de l'âge. C'est aussi d'infantiliser les personnes âgées. C'est considéré comme de l'agisme. Et une dernière forme de maltraitance, c'est la violation de droits. Donc, par exemple, imposer un traitement médical. Hein, on le sait, on a le droit de choisir un traitement médical qu'on veut. Mal informer une personne quant à ses droits, empêcher quelqu'un d'aller voter, empêcher quelqu'un de sortir de chez soi. Puis ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je n'invente pas ces exemples-là. Donc, ça, c'est de la violation de droits et ça constitue de la maltraitance. Donc, est-ce qu'on a des questions à ce sujet-là? Parfait. Donc, on va maintenant entrer dans la question de la discrimination et du racisme. Puis, en droit du logement, bien, le racisme, en fait, c'est considéré comme une forme de discrimination. Donc, c'est pour ça que je traite les deux ensemble. Donc, dans quelle situation on va voir le plus souvent la discrimination, le racisme? C'est lorsque des personnes vont se faire refuser la location d'un logement, que ce soit en raison de leur origine ethnique ou d'autres motifs qu'on va voir. Mais aussi, ces situations-là peuvent se vivre en cours de bail à tous les jours, mais on parle beaucoup de discrimination dans la location de logement. Donc, la discrimination, c'est interdit sous certains motifs. Donc, ça, c'est-à-dire qu'il y a des motifs pour lesquels on peut, en principe, discriminer. Par exemple, un propriétaire a le droit de refuser de louer un logement à quelqu'un qui a des mauvais antécédents au tribunal administratif du logement, à la régie du logement. Donc quelqu'un qu'on sait qui n'a pas payé son loyer, c'est arrivé souvent que son bail a été résilié parce que son loyer n'était pas payé, bien là, le propriétaire aurait le droit de discriminer cette personne-là, de ne pas lui louer le logement. Mais il y a des motifs interdits de discrimination, donc on va les voir. C'est la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi. Par exemple, quelqu'un qui a moins de 18 ans ne peut pas aller acheter de la boisson. On ne peut pas discriminer non plus sur la base de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l'origine ethnique ou nationale, de la condition sociale. Donc, la condition sociale, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui bénéficie de l'assistance sociale. Donc, on ne peut pas discriminer sur cette base-là. Autre motif interdit, c'est le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Donc, si on change le traitement à votre égard, puis si on refuse de vous louer un logement à cause de ces motifs-là, c'est interdit. Ça constitue de la discrimination. Donc, ça, c'était ma partie sur les définitions là, pour mieux comprendre les réalités dont on parle aujourd'hui. Est-ce que ça va? Parfait. Donc, maintenant, on va voir précisément le harcèlement en droit du logement. Qu'est-ce que ça nous dit? J'aimerais aussi spécifier qu'ici, quand on parle de harcèlement, l'intimidation aussi, là, elle pourrait rentrer là-dedans. Donc, le harcèlement est complètement interdit en droit du logement. Donc, nos lois relatives au droit du logement là, au Québec sont dans le Code civil du Québec et on a l'article 1902. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, puis il n'y aura pas d'examen. Mais l'article 1902 du Code civil du Québec interdit très clairement de harceler un locataire. Donc, on ne peut pas harceler quelqu'un dans le but de troubler sa jouissance paisible des lieux, donc dans le but de l'empêcher d'être bien chez soi, ou dans le but d'obtenir son départ, d'obtenir que la personne quitte son logement. Donc, si quelqu'un vit du harcèlement, puis évidemment, ça va troubler sa jouissance paisible des lieux, peut-être que ça va lui donner l'envie aussi de quitter son logement, bien, il y a des recours qui existent pour la personne qui vit du harcèlement, de l'intimidation. Donc, ces démarches-là, si c'est votre propriétaire qui fait du harcèlement à votre égard, bien, la démarche, ça va être premièrement de lui envoyer une mise en demeure. Donc, ça, c'est un document juridique, légal, qui va avertir le propriétaire qui doit cesser son harcèlement, sans quoi vous allez le poursuivre en justice.
Donc, je n'entre pas trop en détail dans la mise en demeure. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais on a d'autres formations à Action Logement Lanaudière à ce sujet-là. Et si après la mise en demeure, le harcèlement continue, bien là, on va pouvoir faire des démarches au tribunal administratif du logement contre notre propriétaire. Donc, pendant ces démarches juridiques-là, ça va être important d'avoir une preuve très solide et des témoignages crédibles. Ce n'est pas évident de trouver quelqu'un coupable de harcèlement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Bien, il faut prendre des notes. Donc, il faut noter chaque événement de harcèlement. Donc, la date, l'heure, il faut noter les personnes impliquées, les personnes témoins. Puis, il faut aussi noter une petite description là, pour bien se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, quand on va pouvoir témoigner devant le juge au tribunal, bien, on va avoir un témoignage là, crédible, solide, avec des dates, puis on n'aura pas de trou de mémoire, de blanc de mémoire. Donc, ça l'aide à la crédibilité. Ça peut être aussi d'autres preuves. Si jamais vous avez des documents écrits, votre propriétaire vous envoie des lettres, vous envoie des courriels, des textos qui sont injurieux, qui sont du harcèlement, il faut les conserver. Comme ça va vous aider à prouver que vous vivez du harcèlement au tribunal administratif du logement. Si votre propriétaire vous appelle, vous laisse un message sur le répondeur dans lequel il vous intimide, dans lequel il vous harcèle, bien, il faut conserver aussi ce message-là. Aujourd'hui, avec les cellulaires, on peut l'enregistrer. Puis, cet enregistrement-là va être une preuve que, effectivement, votre propriétaire a tenu des propos déplacés à votre endroit. On a une question de M. Grenier, ça se peut-tu? Oui. Si, est-ce que des fois, il y a lieu d'appeler les policiers ou d'enregistrer qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit, la personne? L'enregistrement, c'est d'enregistrer quelqu'un à son insu. Moi, je ne m'avancerai pas trop là-dedans. Je sais qu'il y en a dans d'autres comités logement. J'ai des collègues à Montréal qu'ils disent oui, tu peux enregistrer quelqu'un sans qu'il le sache pendant une conversation, puis ça va servir de preuve au tribunal. Il y en a d'autres qui disent que non. Ça fait que ça, pour ces questions-là, j'irais plus avec un avocat. Mais sinon, l'autre question, c'était l'autre partie de votre question? C'était si c'est bon d'avoir un rapport de police ou d'appeler la police. Si vraiment ça va un peu loin, là. Si votre sécurité est en danger, c'est sûr qu'il vaut mieux appeler la police, donc rapidement. Puis effectivement, s'il y avait des rapports de police en lien avec une situation que vous avez vécue, ça va servir de preuve au tribunal administratif du logement. Donc, ça aussi, il va falloir les récupérer pour pouvoir les présenter au tribunal. Lorsqu'on vit du harcèlement aussi dans le logement, on peut réclamer des dédommagements à notre propriétaire. Donc, ça peut être un montant d'argent que votre propriétaire va être condamné à vous payer en réparation là, de son comportement fautif illégal. Donc, il n'y a pas que le propriétaire qui n'a pas le droit d'harceler, d'intimider les locataires. Les autres locataires aussi ne peuvent pas s'intimider entre eux. Donc, ça vaut aussi pour vous. Vous ne pouvez pas, évidemment, intimider, harceler les autres locataires. C'est la même chose. C'est toujours notre article 1902 du Code civil du Québec. Donc, c'est d'harceler un autre locataire dans le but de l'empêcher d'avoir sa jouissance paisible des lieux ou d'obtenir son départ qui quitte son logement. Aussi, quand il y a des cas de racisme entre locataires, c'est souvent considéré là, par le tribunal dans la rubrique du harcèlement. Donc, le harcèlement, l'intimidation, le racisme, etc., toutes ces situations-là peuvent se vivre de plusieurs façons avec les autres locataires. Donc, ça peut être dans les espaces communs. Par exemple, il y a une salle de lavage, c'est un espace commun. L'entrée, c'est un espace commun. Ça peut être sur le terrain à l'arrière si on le partage. Ça peut se vivre aussi aussitôt que vous mettez le nez dehors, que vous sortez de votre appartement, vous sentez une pression, vous vous sentez inconfortable à cause du comportement des autres locataires. Bien là aussi, on peut peut-être penser qu'il y a une situation problématique. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Et à ce moment-là, quand on vit ce genre de situation avec d'autres locataires, quelle est la démarche? Bien, premièrement, puis je sais que c'est difficile, puis peut-être que ça va être important à ce moment-là d'avoir l'aide de proches, d'un organisme communautaire, une travailleuse sociale, mais il faut essayer d'approcher l'autre personne pour voir, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne comprend pas, un conflit sans qu'on s'en rende compte? Puis en se parlant, on va être capable de le régler. Puis si l'autre personne est ouverte aussi,
on peut faire appel à des services de médiation. Donc, il y a des services de médiation qui sont gratuits dans la région de la Naudière pour vous permettre de trouver un terrain d'entente. Puis peut-être que ça va être suffisant pour que la situation problématique se règle à ce moment-là. Mais si ce n'est pas le cas, si l'intimidation, le harcèlement, le racisme continue, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, à ce moment-là, c'est votre propriétaire qui est responsable de vous fournir la jouissance paisible des lieux. C'est-à-dire que quand il y a la chicane à pogne, là, excusez mon expression, mais entre les locataires, quand ça ne va plus bien, c'est le propriétaire qui doit régler la situation. Donc, vous devez aviser votre propriétaire que vous vivez harcèlement, intimidation, etc., par rapport aux autres locataires. Et lui, le propriétaire ou elle, va devoir prendre des mesures. Donc, rencontrer la personne qui a un comportement problématique, essayer de lui parler, trouver des façons pour que ça change. Et si ça ne change toujours pas, que ça va trop loin, bien, le propriétaire pourrait faire une demande au tribunal administratif du logement. Donc, pour demander au tribunal de résilier le bail, de faire en sorte que le locataire problématique quitte son logement. Attention, je le répète souvent, le propriétaire ne peut pas mettre un locataire dehors. Ça n'existe pas, on ne peut jamais faire ça. Mais quand il y a un locataire qui est problématique, le propriétaire peut demander au tribunal de résilier le bail s'il n'y a aucune autre façon de régler la situation, puis que les autres locataires se sentent harcelés, intimidés, etc. Et comme on a dit tantôt, ben, quand il y a un risque à votre sécurité, quand vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez aussi faire le 911. C'est des choses qui arrivent, puis j'ai un collègue qui dit très bien, vaut mieux appeler la police pour rien que de ne pas l'appeler alors qu'on aurait dû l'appeler, parce que ça peut faire une différence. Donc, je vais y aller avec une première mise en situation, puis les personnes qui veulent bien pourront après ça me faire leurs commentaires. Donc, on a notre locataire qui est à droite, qui habite dans son logement depuis plusieurs années, et à gauche, on a notre monsieur propriétaire. Le propriétaire va souvent dans le logement de la dame, il va régulièrement, alors qu'il y a plus ou moins le droit, et c'est un peu dérangeant. Et là, le propriétaire continue à aller régulièrement dans le logement de la dame et lui fait toutes sortes de commentaires sur son mode de vie. Il trouve qu'elle ne fait pas bien le ménage, il trouve qu'elle devrait peut-être déménager parce qu'un autre logement serait mieux pour elle, il trouve que le mobilier n'est pas beau, la décoration n'est pas belle, etc. Et par la suite, notre propriétaire revient et il annonce à la locataire qu'il va vendre son immeuble et qu'à cause de la vente de l'immeuble, ben, la locataire doit absolument quitter son logement. Donc, la locataire, elle appelle Action Logement La Naudière et elle apprend que c'est pas vrai, c'est pas parce qu'un propriétaire vend son logement, son immeuble, qu'elle doit quitter. Donc, elle dit au propriétaire, non, moi, je vais rester dans mon logement. Alors, le propriétaire continue de se rendre régulièrement chez la dame. Et quand il est chez la dame, ben là, il parle au téléphone, il parle à des acheteurs, il parle à des agents d'immeubles et il leur dit « Oui, la dame va s'en aller du logement, je l'ai averti, de toute façon, elle n'a pas le choix. » Ce qui n'est pas vrai, là, en passant, ce n'est pas vrai du tout. Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'une situation de harcèlement selon vous? Je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient ça, faire un commentaire. On a Chanienne. Oui, ben, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai vécu ça un petit peu, pas à ce niveau-là dans les derniers mois. Oui, c'est du harcèlement. Puis, dans le cas de la dame, ben, c'est sûr qu'elle devrait appeler Action Logement. Je vois pas autre chose à faire, mais en même temps, si tu veux pas avoir, tu sais, comme moi, j'ai entrepris aucune action parce que je veux pas avoir plus de problèmes. Ça, c'est l'affaire quand tu es une petite madame qui habite toute seule, les petits messieurs, certains petits messieurs se pensent tout permis. Ouais. Fait que la solution que j'ai trouvée, c'est que j'y envoie de l'énergie positive. Mais, tu sais, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Bien, parce que c'est pas au niveau de la dame là, mais en même temps, être à la place de la madame, c'est parce que quand c'est un harceleur, souvent, ils vont en rajouter plus, tu sais. Fait que si elle dit, là, tu sais, je veux dire, il est plus grand, elle est plus petite, tu sais, je la vois mal dire, pardon, monsieur, vous respectez pas mes droits. Tu sais,
anyway, je sais. Non, Appeler c'est à pas évident. puis c'est ça, tu sais. Parce que c'est pas. En tout cas, bref, ouais, c'est pas évident. Non. OK, ben merci d'avoir partagé ça avec nous. Je ne sais pas, M. Grenier, si vous avez d'autres choses à ajouter, vous avez allumé votre micro. Oui, je veux dire que moi aussi, c'est du harcèlement. Les personnes plus âgées, ça prend du soutien si elles veulent, mettons, les associations de retraités. Moi, j'ai fait partie de la QDR, l'Association des droits des retraités, plus comme on dit, des associations de logement aussi. Ça prend ça pour aider à. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je pense, c'est qu'un propriétaire ne peut pas venir chez vous de même. Premièrement, il faut qu'il appelle avant, à moins qu'il y ait un problème X à vitesse. Il ne peut pas venir chez vous de même et venir te parler de la même chose des semaines et des semaines de temps. C'est clair que c'est du harcèlement. Oui. C'est ça. J'aimerais juste rajouter que ce n'est pas obligé d'être aussi pire que dans mon exemple pour constituer du harcèlement. Ça n'a pas besoin d'être la même situation. Puis, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on voit la différence entre la loi, le principe, puis la réalité, puis faire appliquer ces droits. Puis, c'est pas évident, ça. Puis c'est pour ça aussi que nous, Action Logement, quand il y a des gens qui viennent nous voir, on ne les force jamais à entreprendre des démarches. Tu sais. C'est à vous de décider puis de voir jusqu'où vous êtes à l'aise. C'est ça qui est le plus important. Mais je pense aussi que, M. Grenier, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, de supporter les personnes. Ça peut faire une différence. Donc, un espèce de réseau d'entraide. Tu sais. Donc, on a Action Logement Lanaudière, il y a les AQDR. Peut-être Christian pourrait dire, je ne sais pas, le centre d'action bénévole, jusqu'à quel point dans ce genre de situation-là, quel rôle ils peuvent avoir. Mais c'est sûr que tout seul, là, ça va être encore plus difficile de réagir. Tu sais. Mais c'est ça. On a nos droits. Puis en principe, comment on les fait respecter? Bon, c'est simple, j'envoie une mise en demeure, puis on va au tribunal, puis après ça, ils me donnent de l'argent, j'ai des dédommagements. Mais c'est pas aussi simple que ça, c'est sûr et certain. Donc, au niveau du Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est sûr que si on a une situation comme celle-là, c'est pas de base notre mandat de voir à s'occuper de ça, mais c'est sûr qu'on ne laissera jamais personne mal pris. Alors, dans un cas comme celui-là, ben oui, on trouverait une solution, puis on essaierait si ce n'est pas nous qui va faire la démarche, on va référer aux bonnes personnes. Ouais. Probablement, ça va être à Action Logement Lanaudière. Mais c'est un bon réflexe, c'est bon. Donc, on va continuer si on n'a pas d'autres commentaires. Donc, maintenant, on va voir la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en droit du logement. Donc, la Charte québécoise des droits et libertés, elle prévoit, bon, nos droits, nos libertés. Il y a le droit à la dignité, il y a le droit à la vie privée, l'inviolabilité du logement. Il y a beaucoup de choses là-dedans. La Charte peut venir en appui quand on vit une situation de harcèlement, d'intimidation, de racisme aussi, pour avoir le plus de poids au tribunal administratif du logement. Il y a une chose aussi en particulier, parce que là, c'est des ateliers pour les locataires aînés, donc on met l'accent sur certaines choses. Donc, dans la Charte, il y a l'article 48. Donc, je sais que c'est très précis, là. Puis, à nouveau, il n'y a pas d'examen, vous n'avez pas besoin de retenir le chiffre, mais je veux juste que vous le sachiez. L'article 48, il protège les personnes âgées contre l'exploitation. Donc, comme je l'ai dit, ça renforce les dispositions du Code civil du Québec qui protègent les locataires. Et ce que ça a permis, ça, l'article 48 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c'est que des locataires qui subissaient du harcèlement ont été capables d'avoir des dédommagements supplémentaires. Donc, leur propriétaire a été condamné à leur donner un montant d'argent plus élevé grâce à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Donc, ça peut être un outil intéressant là, dans notre arsenal pour défendre nos droits. À nouveau, je vais donner un exemple pour rendre ça un peu plus clair. Puis, cet exemple-là, il est vrai, il est aussi vrai qu'il peut être. C'est tiré d'une jurisprudence, c'est-à-dire d'un jugement qui a été rendu par le tribunal administratif du logement. Donc, on a notre dame à droite qui habitait en RPA, donc en résidence privée pour aînés. Et elle a reçu un avis d'augmentation de loyer assez élevé, assez salé.
Donc là, pour ramasser un peu, je dis qu'elle a appelé Action Logement à la Naudière, mais c'était dans une autre région, c'est pas nous qu'elle a appelé. Mais comme ça, elle a su que c'est interdit de, tu sais, qu'il y a des critères qui encadrent les hausses de loyer, puis que là, ils n'étaient pas respectés. Donc, elle a refusé la hausse de loyer, c'est tout à fait son droit. Le propriétaire de la résidence privée pour aînés est allé la voir et lui a dit, écoutez, madame, bon, je comprends, là, vous refusez la hausse de loyer, mais les coûts de fonctionnement ont grimpé. C'est difficile de trouver du bon personnel. Quand on trouve du bon monde, on veut les garder, donc on les paye plus cher. On n'a pas le choix d'augmenter le loyer de cette façon-là. Mais la dame, elle a continué de refuser. Donc, là, c'est une histoire vraie. Là. Le propriétaire est revenu une autre fois et là, en bon québécois, il lui a parlé dans le casque. Il a été très en colère pour lui dire, écoutez, ça ne fonctionnera pas comme ça. Puis si vous continuez de refuser notre hausse de loyer, ben, on va vous faire la vie dure. Donc ça, c'est complètement des menaces. Là. Et la dame, elle a continué de refuser. Donc le propriétaire est revenu en menaçant la dame de l'expulser. Il lui a dit, écoutez, madame, on va vous expulser la semaine prochaine si vous n'acceptez pas la hausse de loyer. Parenthèse, c'est complètement illégal. Et aussi, il lui a même fait parvenir un avis écrit d'expulsion. Donc ça a été une grosse erreur de sa part parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Quand on a un écrit, on a la preuve comme quoi le propriétaire voulait nous expulser. Donc, la dame est allée au tribunal administratif du logement en disant qu'elle vivait du harcèlement de la part de son propriétaire, aussi de la maltraitance. Et elle a aussi parlé de cet article 48 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui protège les personnes âgées contre l'exploitation. Et la dame, en fait, le propriétaire a été trouvé coupable, si vous voulez. Le tribunal a reconnu que le propriétaire avait fait preuve de harcèlement, de maltraitance, d'exploitation. Et la dame a eu des dédommagements qui ont été doublés grâce à l'article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, elle est passée de dédommagements d'environ 2 500 $ à 5 000 $. Donc, ça peut être intéressant pour une personne qui vit du harcèlement, mais aussi, plus ce genre de choses-là va être appelé, ben, plus les propriétaires vont devoir y penser à deux fois parce qu'ils vont voir là, que les coûts deviennent de plus en plus importants quand on fait preuve de harcèlement. Donc, je ne sais pas si on a des questions sur cette situation-là. Oui, M. Grenier. Oui, c'est encore moi. Ben, c'est bien correct. Qu'est-ce que tu veux? Ce monsieur-là, y a-t-il un dossier criminel par rapport à ça? Y a-t-il une trace? Ça reste juste au tribunal administratif? Le tribunal administratif du logement, là, on va aller dans le droit, là, mais c'est civil. Donc, si vous êtes condamné, si on peut dire, tu sais, j'ai dit trouver coupable, là, c'est pas tout à fait le bon terme, mais si on est, si on peut dire condamné par le tribunal administratif du logement, c'est civil. Donc, c'est pas criminel. Fait qu'on n'a pas de dossier criminel. Donc là, il aurait fallu que la dame appelle la police et puis que là, la police fasse enquête puis dépose un dossier là, avec le procureur et compagnie. OK. C'est. Ouais. Donc, il y a un autre outil aussi pour se prémunir, notamment contre la discrimination et le racisme, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, la commission va surtout être utile dans le processus de recherche de logement. Si un propriétaire refuse de nous louer un logement à cause d'un des fameux motifs interdits là, de discrimination dont j'ai parlé tantôt, donc il y avait la race, l'origine ethnique, la condition sociale, la grossesse, etc. Donc, si jamais une personne sent qu'elle a été discriminée et que c'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu avoir accès à un logement, elle peut demander à la Commission des droits de la personne de faire une enquête. Et si la commission sent qu'elle a assez de preuves pour montrer qu'il y a eu de la discrimination, bien là, elle peut prendre le dossier de la personne en charge. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la commission, à ce moment-là? Premièrement, elle va appeler le propriétaire pour l'aviser qu'il y a eu un comportement fautif. Donc, c'est sûr que si le logement a déjà été loué entre-temps, on ne mettra pas les nouveaux locataires dehors, là. Mais ça va pouvoir lui donner peut-être la chance de s'organiser, de s'arranger, mais si le logement n'a pas été loué, bien aussi de louer le logement à la personne. Puis par la suite aussi, la commission peut représenter la personne qui a vécu de la discrimination, du racisme, devant le tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, la commission va devenir l'avocat de la personne et ça va être gratuit.
Et là, il va y avoir tout un processus juridique devant le tribunal des droits de la personne. Et au bout du compte, si le tribunal reconnaît qu'il y a eu de la discrimination, ben, il risque de condamner le propriétaire fautif à verser des dédommagements, donc un montant d'argent à la personne qui a vécu de la discrimination. Donc, ce processus-là permet que justice soit rendue, il permet de reconnaître qu'il y a eu de la discrimination, donc ça a son importance, il permet d'aller chercher des dédommagements, mais il ne permet pas d'avoir un logement. Donc, il faut trouver une autre façon, il faut trouver un autre logement. Et puis, c'est des processus qui sont assez longs. Ça peut prendre plusieurs années avant que le tribunal des droits de la personne rende son jugement. Puis c'est rare, malheureusement. Donc, c'est un outil qu'on a, puis si quelqu'un se sent à l'aise de s'en servir, c'est sûr que ça peut être intéressant, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des limites. On va donner un exemple, puis qui est aussi un truc qu'on donne aux gens qui pensent qu'ils sont victimes de discrimination sur la base de leur origine ethnique. Donc, on a notre monsieur à droite qui se cherche un logement, et le matin même, il y avait une annonce sur Kijiji, c'est comme ça qu'on trouve les logements souvent aujourd'hui, un nouveau logement qui est alloué depuis le matin même. Donc, il appelle le propriétaire, il se rend pour visiter le logement et tout de suite après la visite, le propriétaire l'appelle pour lui dire que le logement n'est plus alloué. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a visité avant lui et qui est intéressé. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, notre monsieur est pas né de la dernière pluie, il en a vu d'autres. Donc, il demande à une de ses amies d'appeler le propriétaire, une de ses amies qui au téléphone a un accent québécois, etc., d'appeler le propriétaire et de lui demander si son logement est toujours libre, donc si elle peut le visiter pour peut-être le louer. Et là, le propriétaire est tout content de lui dire, ben écoutez, mon logement il est libre, je n'ai pas trouvé de locataire encore, donc vous pouvez venir le visiter. Donc, si notre monsieur s'en va à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, est-ce qu'il y a des chances qu'elle pense qu'il y a eu de la discrimination et du racisme? Je ne sais pas si on a des gens qui ont des commentaires. On a Chenienne. Ben oui, c'est sûr que la commission, elle va, parce que là, c'est la preuve. C'est la preuve qu'il ne voulait pas louer en raison de la couleur de sa peau. C'est ça. Exactement, merci. Donc, c'est quand on donne nos formations sur la discrimination, c'est le truc qu'on donne aux gens. Donc, si vous pensez qu'aucun de vos proches, quelqu'un que vous connaissez, se sent victime de discrimination en droit du logement, la chose à faire, c'est de prendre quelqu'un, là, c'est plate à dire, mais qui a un accent québécois, il appelle le propriétaire. Puis si le propriétaire lui dit que le logement il est libre, on a un gros problème. Et on peut parler de discrimination, puis là, à ce moment-là, il y aura peut-être les démarches dont je vous ai parlé. Ça va pour ça? Parfait. Puis là, on va parler un peu des recours criminels. On en a parlé brièvement. Donc, si votre sécurité est en danger dans une situation de maltraitance, d'harcèlement, etc., quand vous êtes victime d'un acte criminel, vous pouvez appeler la police, c'est pour votre sécurité. Si la police est témoin d'un crime, c'est sûr qu'elle va décider elle-même de faire enquête. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être à vous, la victime, de décider si vous voulez que la police fasse enquête et si vous voulez qu'il y ait un processus juridique criminel là, pour régler la situation. Et si c'est le cas, ben là, la police va faire enquête et elle va essayer d'accumuler des preuves. Mais on sait que c'est difficile dans des situations de harcèlement, de maltraitance, d'accumuler des preuves. Je vais vous donner un exemple. Si on parle de maltraitance financière, bien là, peut-être que ça va être un peu plus facile parce qu'on va avoir des preuves de transactions bancaires un peu douteuses. Bon, donc ça va nous donner un peu d'aide, mais si c'est du harcèlement, que c'est juste quand vous croisez une personne, elle vous harcèle, ça va peut-être être plus difficile de ramasser la preuve, mais ce sera à la police de faire son travail. Et après ça, si la police sent qu'elle a suffisamment de preuves, bien, elle va pouvoir commencer un processus judiciaire. Donc, le procureur là, va déposer des poursuites criminelles contre la personne qui a fait de la maltraitance, du harcèlement, etc. Le processus judiciaire, c'est long, c'est complexe, puis la personne aussi qui a vécu du harcèlement va devoir être impliquée. Donc, on peut penser notamment qu'en général, la personne va devoir témoigner éventuellement lors d'un procès. Puis on le sait que pour les personnes qui ont vécu des actes criminels, ce n'est pas nécessairement facile de témoigner parce que c'est un moment pendant lequel elles revivent tout ce qu'elles ont vécu. Donc, ce n'est pas évident.
Mais c'est ce qui va permettre, là, comme disait M. Grenier tantôt, à ce que la personne ait un dossier criminel, puis aussi qu'elle ait une peine, ça peut être de la prison, ça peut être des travaux communautaires, une amende, etc., pour payer sa dette, si on veut. Donc ça, c'est si on veut faire un recours criminel dans ce genre de circonstances-là. Sachez aussi que quand on fait un recours criminel, on a le droit en parallèle de faire un recours civil. Donc, le tribunal administratif du logement, c'est un recours civil. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bien, le recours criminel va faire en sorte que la personne va être condamnée, elle va avoir un dossier criminel, une peine. Le recours civil, lui, pourrait faire en sorte que vous allez avoir des dédommagements, donc un montant d'argent que la personne va être condamnée à vous verser. Donc, c'est un peu ça la différence. Puis c'est pour ça aussi que ça pourrait être intéressant pour une personne de faire les deux en parallèle. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet-là? Non, c'est bon. Donc, on arrive avec des mises en situation. Donc, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je ne peux pas donner de conseils ou d'avis juridiques. Je ne suis pas un avocat. Et même si j'étais un avocat, des fois, le tribunal administratif du logement trouve toujours une belle façon de nous surprendre. Donc, on s'attend à ce que la situation soit du harcèlement, puis il dit non, ou on s'entend à l'inverse. Bon. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, c'est juste de s'exercer à réfléchir. Est-ce que telle situation, c'est du harcèlement, de la maltraitance ou non? Donc, on va commencer avec notre première mise en situation. Donc, on a à gauche un propriétaire et il se rend compte qu'on a un locataire qui utilise 2 places de stationnement dans le stationnement de l'immeuble, alors qu'il n'a droit qu'à une seule place de stationnement. Donc, on l'a vu dans notre premier atelier sur le bail. Dans le bail, c'est prévu, vous avez droit à combien de places de stationnement. Donc, si c'est une place, bien, c'est une place, c'est pas 2. Mais là, le locataire ici se sert de 2 places de stationnement et ça empêche un autre locataire de pouvoir stationner son véhicule. Donc, ça crée un problème. Donc, le propriétaire appelle le locataire fautif, celui qui stationne un véhicule de trop, pour lui dire, bien, écoute, dans ton bail, tu as droit à une seule place, donc je te demanderais de respecter ça. En plus, ça l'empêche d'autres personnes d'avoir accès au stationnement. Le locataire lui dit qu'il n'y a pas de problème. Quelques semaines plus tard, le propriétaire se rend compte que la situation persiste. Le locataire continue à stationner une deuxième voiture dans le stationnement, même si, selon le bail, il a droit à une place seulement. Le propriétaire le rappelle encore, et là, le locataire lui dit, bien, écoute, moi, je m'en fous, j'ai 2 véhicules, puis j'ai le goût de me servir de 2 places de stationnement, arrête de m'achaler. La semaine suivante, le propriétaire envoie une mise en demeure au locataire en lui disant, tu n'as droit qu'à une seule place dans le stationnement, tu en prends 2, si tu continues, il va y avoir des démarches au tribunal administratif du logement. Est-ce qu'on parle de harcèlement, de maltraitance dans cette situation-là, selon vous? Je ne penserais pas. Vous pensez que non, hein? Pourquoi? Non. Bien, il essaie de faire appliquer la consigne parce que dans le bail, c'est écrit. Donc, il peut valider avec ça, dans le fond. Je ne pense pas que ça soit du harcèlement. Il n'y a pas eu de termes utilisés ou d'action de violence ou je ne sais pas là. Mais d'après moi, non. OK. D'autant plus que... Ah, désolée. Non, non, c'est correct. D'autant plus que ce comportement-là, prendre 2 places, cause préjudice à celui qui n'a pas jouissance de son stationnement. Je ne sais pas, M. Grenier. Oui, d'après moi non plus, ce n'est pas du harcèlement ni une intimidation ou quoi que ce soit, parce qu'il a été par étapes. Il a averti verbalement, après ça, il a averti une autre fois, puis là, il a dit, s'il avait continué tout seul, peut-être que ça revirait un petit peu harcèlement s'il aurait continué à l'appeler ou je ne sais pas quoi, ou à aller cogner chez eux, mais là, il a été par étapes, puis c'est bien correct. Le propriétaire aussi a des droits, donc il n'a pas le droit d'être là. C'est ça. Il se le doit de le faire enlever parce qu'il y a d'autres locataires qui vont, on va dire, empiéter sur le terrain aux autres aussi. C'est ça.
Puis, je l'ai dit tantôt, le propriétaire a l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux à chaque locataire. Donc, s'il y a un locataire qui a droit à une place de stationnement, mais qui n'a pas accès à cause de quelqu'un qui se fout du règlement, ben c'est sa responsabilité au propriétaire de régler la situation, puis de s'assurer que la personne qui n'a pas accès au stationnement puisse finalement l'avoir. Puis aussi, M. Grenier, c'est intéressant ce que vous avez ajouté que si le propriétaire avait juste appelé le locataire fautif tout le temps, peut-être ça aurait pu être considéré comme du harcèlement. Mais là, le propriétaire a fait la démarche qu'on pourrait dire légale. Donc, on commence par un avertissement, un deuxième, ça ne marche pas, la mise en demeure, tu sais. Donc, il ne traîne pas son affaire. Donc, sous toute réserve, on pourrait penser effectivement que ça ne serait pas une situation là, de harcèlement. Ça va pour ça? Parfait. Là, on a malheureusement un cas vécu. Donc, un locataire a de la difficulté à payer son loyer, et ça, c'est pendant l'hiver, et le propriétaire coupe l'électricité et il coupe l'eau courante. Donc, est-ce que ce que le propriétaire fait est légal ou illégal? Est-ce qu'on pourrait parler d'harcèlement, d'intimidation, de maltraitance, selon vous? Illégal. Illégal? C'est illégal au Québec de couper l'électricité l'hiver. Oui. Puis l'eau, je pense que c'est en tout temps. C'est Moi, plate je pour pense- le propriétaire qui a peut-être une hypothèque à payer, là. Mais ça fait partie d'être un propriétaire, tu sais, Des risques. Des risques. tu as le risque d'avoir des locataires qui ne seront pas capables de payer leur logement. Puis c'est ça, tu n'as pas le droit. Il faut toujours passer par le tribunal du logement, dans le fond. Mais en Exact. même temps, ils sont juste difficiles à rejoindre. Juste essayer de les rejoindre au téléphone, c'est extrêmement difficile. Fait Ouais, que, je sais. il ne faut pas t'attendre après eux autres pour payer ton hypothèque, hein, disons. Hein. Non. Fait que, Mais pour les causes de non-paiement de loyer, là, quand un propriétaire veut se faire payer son loyer, ça va vite. Ça prend 1 mois et demi à peu près. ah, OK. C'est les causes les plus rapides. Ah, OK. Heureusement pour eux, là. Ouais. Je ne sais pas si on a d'autres commentaires. Oui, M. Grenier? Moi, je pense que c'est de l'intimidation, de la maltraitance à quelque part, parce qu'il y a des, comme tu dis, il y a des chemins juridiques à prendre. Même couper l'eau, ça ne doit pas être légal, couper l'eau en hiver. Ça ne doit pas être légal, couper l'eau tout simplement. Mm-hmm. Même couper le chauffage non plus, mais couper l'eau en plus, c'est c'est l'intimidation claire et nette. C'est pas correct que le locataire ne paye pas son loyer pour X raisons, mais il ne peut pas faire ça d'après moi. Mm-hmm. Mais je me trompe-tu? Oups, je Oui, m'excuse. vas-y, Julie. Ben, même Hydro-Québec, je pense, n'a pas le droit de couper l'électricité. Je pense qu'il faut qu'ils prennent absolument une entente ou. Mais ça, même Hydro-Québec, il me semble qu'ils n'ont pas le droit là, complètement, surtout en hiver, là, de couper complètement l'électricité. Je me trompe-tu? Ouais. Hydro, je ne sais pas, mais le propriétaire, lui, il n'a pas le droit. Non, ça, c'est sûr, là, Ça, mais c'est même pas, Hydro, Mm-hmm. Hydro, je pense qu'eux autres, c'est pas légal ou je ne sais pas, là, en tout cas. Il me semble que j'avais déjà entendu quelque chose par rapport à ça. Quand ils prennent des ententes l'hiver, ça se peut très bien. Oui. Ouais, moi aussi, puis surtout que ça fait à chaque fois que j'ouvre le site d'Hydro-Québec, ça dit si vous avez de la difficulté à payer, appelez-nous pour faire une entente. Donc, ça doit être que parce qu'ils n'ont pas le droit de couper l'hiver. Mais ma main au feu, ils n'ont pas le droit l'hiver, là. Mm. Tu sais, c'est C'est parce que ça met la vie de quelqu'un en danger, là, tu sais, là, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. ouais. Les gens vont chauffer avec des petites choses de camping, puis ça peut prendre feu, fait que... Puis, si tu permets, Julien, Ouais. il n'y a pas eu d'avis. Il ne semble pas avoir eu aucun avis. Non, rien. non. Fait qu'il a été drastique de même. C'est vraiment illégal. Hein? Tout à fait. Bien, comme je pense que c'est Chenienne qui l'a dit, on doit passer par le tribunal administratif du logement. Donc, le propriétaire ne peut pas se faire justice par lui-même. Il ne peut pas dire hey, mon loyer ne se fait pas payer, ben, je coupe l'électricité, je coupe l'eau. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est complètement illégal. Puis, d'autant plus que le propriétaire a l'obligation de fournir un logement salubre et sécuritaire, de procurer la pleine jouissance des lieux, etc. Donc là, il ne peut pas couper l'électricité ou l'eau courante, là, parce que là, c'est sûr qu'à ce moment-là,
la personne n'aura plus la jouissance paisible des lieux, et elle n'aura plus un logement salubre et sécuritaire. Puis, effectivement, surtout si c'est une personne âgée, on pourrait sûrement parler de maltraitance, mais aussi c'est le genre de cas où un seul événement de harcèlement pourrait être suffisant pour qu'on parle d'harcèlement. Tu sais, je disais au début, ça va prendre plusieurs actes répétés, insistants pour qu'on parle de harcèlement. Mais quand le niveau de gravité est tellement élevé, comme dans cette situation-là, ben là, peut-être qu'on peut directement parler de harcèlement. Donc, notre dernière mise en situation, on a notre monsieur à droite qui est un locataire qui habite au 2e étage d'un duplex. Et on a monsieur à gauche qui est le fils de la propriétaire du duplex et qui occupe le logement du bas. Et notre monsieur, il a des problèmes de santé, donc il a besoin un peu d'assistance et il est chanceux, son voisin d'en bas, le fils de la propriétaire, est toujours partant pour l'aider, donc il l'accompagne pour faire ses courses, il l'accompagne parfois à des rendez-vous médicaux, etc. Et là, la propriétaire, elle apprend ça, elle n'est pas contente. Donc, elle trouve que le monsieur exploite son fils. Donc, elle voudrait que son fils soit payé. Alors, elle demande de l'argent à son locataire pour les services que son fils lui rend. Mais elle finit par dire au monsieur, ben, si tu ne payes pas pour les services, excusez-moi, si tu ne payes pas pour ce que mon fils fait, si tu n'acceptes pas que je te demande de plus en plus d'argent, ben, je vais te mettre à la porte parce que tu vas exploiter mon fils, donc je vais résilier ton bail, ça n'a pas de bon sens, je n'accepterai pas ça. Est-ce qu'on serait dans une situation où on pourrait peut-être parler de maltraitance? Bien, il me semble que ce n'est pas en lien directement avec le loyer, c'est comme hors contexte. Moi, je pense qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Je ne pense pas que ça soit de la maltraitance, c'est de l'intimidation. Je ne pense pas que ce soit un motif acceptable pour mettre quelqu'un à la porte là, pour ça. C'est comme hors contexte. C'est comme hors contexte. Là. Il n'y a pas enfreinte de règlement au bail ou il n'y a pas. C'est vraiment une entente entre eux autres qui ne fonctionne pas. Donc, moi, je serais portée à dire que c'est un peu de l'intimidation. Tu sais, c'est comme des petites menaces, dans le fond, mais qui n'ont pas rapport avec le bail du locataire. Mais comme elle est en situation d'autorité face à la personne âgée, c'est dur de départager le harcèlement, l'intimidation, mais clairement, la personne âgée, elle a besoin que quelqu'un l'aide à mettre les limites à la propriétaire. Tu sais. Mm-hmm. Puis en même temps, si elle a un autre enfant à placer, tu sais, c'est comme si, parce que je me suis déjà fait mettre dehors. OK. Il y a presque 40 ans, d'une place où je n'acceptais pas l'augmentation, puis il a dit, ben OK, je prends le logement d'abord. Il y avait déjà le logement du bas. Il a dit, ben je vais garder le logement du bas pour, il faisait des dentiers. Puis, moi, je vais aller rester au logement du haut. C'était clair que c'était pas ça, mais tu sais, quand... Fait que c'est touché parce qu'il faut y aller avec des pincettes avec les personnes manipulatrices comme la propriétaire parce qu'ils ont comme plein de plans machiavéliques pour faire plus. Ils veulent plus d'argent, comme la chanson, plus d'argent pour faire plus de poudre pour faire plus d'argent. En tout cas, c'est ma façon. En tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont tout le temps besoin de plus en plus d'argent. Puis ils vont le faire sur le dos des autres en manipulant, en harcelant, en intimidant. Puis, en même temps, le jeune, il a le droit de vouloir rendre service au monsieur. Mm-hmm. Comme il peut dire, ben non, OK, c'est correct, j'arrête. Là. Mais tu sais, la propriétaire, elle n'a pas à s'en mêler. Ouais. Oui. Oui, moi, je pense que c'est ça, c'est l'intimidation, c'est la maltraitance à quelque part, parce qu'elle s'est servie d'une situation
pour essayer de soutirer de l'argent, puis en même temps le pousser vers la porte, là, quelque part. Tu sais. C'est un genre de maltraitance. Moi, je pense que ça rentre dans la maltraitance. Fait qu'on s'entend qu'il y a une situation problématique. Là. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais aussi, c'est un bon exemple qui nous permet de voir. C'est pas nécessairement évident de dire, c'est mettre un mot sur le problème, d'où l'importance des ressources spécialisées aussi dans ce genre de situation-là pour avoir les bons mots, pour faire les bonnes démarches. Puis, il y a toujours la même question. Oui, il y a les démarches légales, puis on a nos droits et compagnie, mais comme vous disiez, Chenienne, c'est une personne machiavélique. Ben, effectivement, la personne va avoir plus d'un tour dans son sac. Ce ne sera pas évident de défendre ses droits. Donc, beaucoup de choses à considérer. Mais un point important, c'est qu'il existe des ressources de support. Donc là, je vais surtout vous les présenter. Je vous invite à, je pense que Julia, à la fin, tu vas donner ton courriel pour que vous lui écriviez, pour qu'elle vous envoie le cahier des participants et des participantes. Et à la fin, on a toutes ces ressources-là, donc avec leurs coordonnées. Action Logement Lanaudière, donc c'est nous, on peut vous accompagner si vous vivez des enjeux, des problématiques par rapport à votre logement, aussi dans vos relations avec votre propriétaire. Donc, on peut là, vous aider à rédiger une mise en demeure, à vous préparer si vous voulez aller au tribunal administratif du logement, etc. Il y a CAP Lanaudière, ça c'est le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de Lanaudière. Eux, ils font le même service qu'Action Logement Lanaudière, mais pour les résidences privées pour aînés certifiées. Donc, si jamais vous étiez résident d'une RPA, ça serait vers eux qu'il faudrait se tourner. CAP Lanaudière aussi, si vous avez des plaintes à formuler auprès du réseau de la santé, auprès d'un médecin, c'est eux qui peuvent vous supporter. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, j'en ai parlé, vous allez avoir leurs coordonnées. Les ressources encore, il y a le 911, donc pour des situations d'urgence où votre sécurité est en danger. Il y a le 811, ça c'est un service téléphonique qu'on peut appeler et on va parler avec quelqu'un qui va pouvoir nous orienter vers les bonnes ressources. Puis peut-être qu'on va pouvoir parler à une personne qui va pouvoir nous aider. Donc c'est un outil très intéressant. Là, peu importe ce qu'on vit, le 811, ils peuvent nous orienter à la bonne place. On a la ligne Aide Abus Aînés. Donc, c'est un numéro gratuit qu'on peut appeler à tous les jours de 8h à 20h. Et eux sont vraiment spécialisés pour supporter les aînés qui vivent des abus, puis les accompagner dans leur cheminement. Puis aussi, les référer vers d'autres ressources s'il le faut. On a les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, pour les personnes qui sont victimes d'actes criminels, les CAVAC, c'est comme ça qu'on les appelle, les centres, peuvent vous aider à mieux comprendre vos droits, mieux comprendre quels sont les processus aussi pour que justice soit rendue. Ils peuvent vous accompagner là-dedans aussi, parce que ce n'est pas un processus qui est nécessairement facile, donc on peut avoir du support. On a les CALAC, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, donc un peu dans le même style que les CAVAC, mais c'est plus spécialisé là, vers les problèmes, les enjeux sexuels. Et le tribunal administratif du logement, donc je vous ai donné le numéro, le site Internet. Donc, si jamais vous avez des démarches légales au niveau du droit du logement à entreprendre, bien, ça va être avec le tribunal administratif du logement. Et toutes ces coordonnées-là, avec une brève présentation des organismes, là, sont dans le cahier que Julie peut vous envoyer. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ça a duré à peu près 1 heure. Donc, si on a des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous entendre. Mais sinon, ça va être terminé pour aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, c'est notre 5e atelier sur 6. Puis là, ça va être sur résilier le bail. Donc, on va voir comment les locataires peuvent résilier leur bail, mettre fin à leur bail. Puis on va voir aussi comment exceptionnellement les propriétaires peuvent mettre fin à un bail aussi, mais c'est exceptionnel. Donc, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. On va avoir plus de détails là-dessus la semaine prochaine. Merci beaucoup, Julien. J'ai manqué quelques bouts, j'ai eu des problèmes techniques avec mon Internet, donc, je veux juste vous dire, je vais probablement réécouter le début. Donc, comme je le dis, à chaque fois, la rencontre est enregistrée.
ça va se retrouver sur notre site Internet et sur notre page Facebook, sur notre page YouTube aussi. Donc, si vous n'avez pas vu les ateliers d'avant, bien, vous pouvez toujours aller voir. Ils vont tous être là. Je vais vous partager tout de suite. Bien, il y en a qui l'ont déjà, là, mais mon adresse courriel pour recevoir le cahier du participant. T'avais-tu un sondage, Julien? Ou, Oui, j'ai un sondage aussi que... Donc, ça, c'est mon adresse courriel. jmorin@commercialcaboterie.com. Donc, si vous voulez recevoir le cahier du participant, je vais pouvoir vous acheminer le tout. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, moi, je suis là jusqu'à 16h30 aujourd'hui. Après ça, je suis en vacances. Mais aujourd'hui, je suis complètement disponible. Sinon, vous pouvez communiquer avec Christian Paquet-Coutu, mon collègue. Voilà. Des questions? Commentaires? Merci beaucoup. Bonne information. Merci. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Comme toujours. C'est super bien fait. Toujours aussi clair, précis, bien fait. Oui, merci beaucoup. Oui. Tant mieux. Il Bon, devrait ben, avoir au moins 250 personnes qui écoutent ça. Peut-être C'est sur vrai. YouTube, ils vont tous le voir. Ah, Ben, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont allés sur YouTube le voir. Puis comme on dit aussi, il y a Facebook aussi, là, les gens, on leur donne le lien direct. Là. Donc, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est disponible. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, peut-être c'est un sujet plus délicat aussi. Fait que peut-être que des fois, les gens n'aiment pas toujours ça, se connecter. Fait qu'il y a mieux l'écouter tout seul. Ah, bonjour, Madame Rémiard. On va arrêter ici l'enregistrement. Alors, on vous souhaite une bonne journée, mais vous pouvez continuer de jaser.